Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1 pour ce nouveau et dernier point de l'actualité. Dimanche, dans le Tchologo, le vice-président de la République a pris un bain de foule à Ferkessédougou. Après l'étape de Tafiré, Tiemoko Mélié-Koné est allé saluer sa famille et lui présenter sa nomination auprès du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire honorée à la 75e édition du Festival mondial du cinéma de Cannes. Dimanche, après la montée des marches, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a reçu un prix pour son engagement humanitaire. C'était à l'occasion d'un dîner gala organisé par le Better World Endowment Fund. Et puis, le Premier ministre participe depuis dimanche au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Au cours de ce grand rendez-vous, Patrick Hachi entend promouvoir les succès de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Aux côtés de plusieurs leaders mondiaux, il va partager la vision 2030 du président de la République, Alassane Ouattara. Merci de votre fidélité à RTI 1. Le vice-président de la République recevait ce lundi au palais présidentiel une délégation du groupe Ecobank, une délégation composée du PCA, du groupe Ecobank Transnational Incorporated, du directeur général du groupe, du président du conseil d'administration et du directeur général Ecobank Côte d'Ivoire. Pour ces différentes personnalités, il s'agissait d'une visite de courtoisie au vice-président de la République après sa nomination par le chef de l'État. D'autres sujets de discussion ont été abordés au cours de la rencontre, notamment l'Assemblée générale du groupe, la zone de libre-échange ZLECAf, les grands projets et la sécurité dans la zone ouest africaine. Mais avant de regagner Abidjan, le vice-président de la République était à Ferkessédougou. Une autre visite de Tiemoko Mélié-Koné à ses parents du Tchologo après celle du handball. Comme il a fait à Tafiré, le vice-président a également annoncé la nouvelle de sa nomination à ses parents de Ferkessédougou. Avec les populations de la localité, il a rendu un hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Le reportage de Charles Tato. Après Tafiré, le vice-président Tiemoko Mélié-Koné s'est aussi rendu à Ferkessédougou, localité voisine à sa ville natale. Ici, le Tomonon, une danse spéciale, comme il est de coutume, dans le Tchologo en pareille circonstance, pour souhaiter la bienvenue à un roi ou à un grand chef. Occasion également pour les chefs cantons de la région, les élus et cadres de traduire leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara et de réaffirmer leur soutien au vice-président pour la réussite de sa collaboration avec le président de la République. Il a suivi les traces d'Alassane Ouattara depuis maintenant 50 ans. Et donc, il était tout à fait normal, de mon point de vue, que le président Ouattara, voulant avoir un collaborateur de la trempe, de sa trempe, puisse porter son choix sur notre aîné. La ville de Ferkessédougou, en réalité, a vu également le vice-président grandir. Normal donc de la tenue de cette rencontre de communion fraternelle avec les populations du Tchologo. Comme un fils qui a reçu l'éducation que vous avez bien voulu lui donner, je suis venu vous apporter cette nouvelle et vous demander pas seulement de lui dire merci, mais de prier pour lui, parce que je sais que vous allez prier pour moi, sur votre fils, mais prier aussi pour celui qui a fait de votre fils ce qu'il est. La distance de Ferkessédougou-Tafiré est d'environ 60 km. Hors de la Côte d'Ivoire, à présent, l'engagement de longue date de Mme Dominique Ouattara en faveur des arts et de la culture, de l'alimentation et du développement durable a été récompensé à Cannes. La présidente de la Fondation Children of Africa a reçu le prix humanitaire BWF, Best Commitment, des mains de Manuel Colas de la Roche, président de Better World Fund. Le commentaire de Mahama Traoré. La première dame de Côte d'Ivoire, au rang des invités de marque de cette 75e édition du Festival mondial du cinéma de Cannes. Dès son arrivée sur l'avenue de la Croisette, sous les flashs des preneurs d'images,
Elle va sacrifier à la tradition de ce festival de renommée qu'est la montée des marches du tapis rouge. Un prestigieux moment que Dominique Ouattara partage avec l'actrice américaine Sharon Stone. Si la première dame est à Cannes, ce n'est pas pour assister à la compétition des films, mais plutôt pour recevoir une distinction, celle du prix humanitaire Best Commitment que lui décerne l'organisation Better World Fund, un fonds de dotation basé à Paris dont la vocation est d'œuvrer pour la promotion des droits des femmes, de l'éducation et pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Manuel Cola de la Roche, président de Better World Fund, précise que ce prix récompense l'engagement de longue date de Dominique Ouattara en faveur des arts, de la culture, de l'alimentation et du développement durable. Je suis très touchée et extrêmement émue d'avoir reçu ce magnifique prix décerné par Better World Fund. Et je voudrais dédier ce magnifique prix à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et également à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. J'étais très heureuse que la Côte d'Ivoire soit à l'honneur et c'est une expérience assez fascinante de monter sur le tapis rouge. Dans un film de 4 minutes, l'Assemblée a été édifiée sur les actions d'humanisme de la première dame Dominique Ouattara à travers sa fondation Children of Africa. Autre temps fort de ce dîner de gala, une vente aux enchères suivie d'un show offert par le célèbre groupe ivoirien Magic System. Nous sommes à Cannes et nous y restons pour écouter quelques réactions recueillies à l'issue de la cérémonie. C'est une reconnaissance, je dirais, mondiale, puisque cette fondation est connue sur la place de Cannes, sur la place internationale. C'est donc pour nous une fierté. Et nous ne pouvons que nous réjouir en tant qu'Ivoiriens de voir la première dame, fondatrice de Children of Africa, bénéficier de cette reconnaissance aux côtés d'une artiste de renommée mondiale. Cette récompense est totalement méritée et elle vient aussi apporter un regard sur la Côte d'Ivoire, sur le rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers les œuvres de la première dame. Savoir qu'elle est récompensée au même titre que Sharon Stone, récompensée au même titre que bien des personnes mondialement connues dans cette salle mythique du Marriott à Cannes, à l'occasion du Festival de Cannes, n'est que le couronnement de tant d'efforts qu'elle a consentis toutes ces années et toute sa vie durant. Et cela honore la Côte d'Ivoire, honore son époux, le président de la République, et partant toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes encore plus honorés que la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Ouattara, puisse monter sur cette marche. Parce qu'à la voir sur ce tapis rouge, ce n'est pas la personne elle-même qui était sur le tapis rouge. C'est la Côte d'Ivoire qui était représentée sur ce tapis-là. Et nous étions tous à Cannes et nous avons tous été honorés de la voir sur ce tapis. Et ça nous a remplis de fierté. On se rend maintenant à Davos, en Suisse, où se déroule depuis dimanche le Forum économique mondial, un forum auquel participe le Premier ministre Patrick Hachi. Le chef du gouvernement a justement pris part à la cérémonie officielle d'ouverture de cet événement qui réunit plusieurs dirigeants du monde entier. Envoyé spécial à Davos, Alexis Ouedraogo. Après 2 années d'interruption liées à la crise sanitaire de la Covid-19, la 51e réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos s'est ouverte en présentiel ce lundi dans les Alpes suisses. Coopération mondiale, rééquilibrage économique, cybersécurité, flambée des prix, crise en Ukraine ou encore changement climatique, l'édition 2022 doit répondre à de nombreux défis. Cette plateforme de connexion et d'échange avec les plus grands leaders de la planète voit la participation du chef du gouvernement Patrick Hachi. Il vient partager la vision 2030 du président de la République et les axes structurels du plan national de développement. Au lendemain de la COP15 d'Abidjan, le pays porte plusieurs plaidoyers, notamment celui de la préservation de l'environnement. À côté de ce sujet, il faut aussi mobiliser des investissements pour les secteurs de fort potentiel tels que l'agriculture, l'industrie culturelle, l'industrialisation-transformation, l'économie numérique. Une mission qui s'annonce fructueuse. Pour le chef du gouvernement, la Côte d'Ivoire reste aujourd'hui regardée par les leaders mondiaux du public et du privé comme une terre de progrès, un pays
d'avenir. Et quelques heures avant la cérémonie officielle d'ouverture du forum de Davos, le Premier ministre a accordé une série d'audiences. La première au Cheikh Sherbout bin Nayan, secrétaire d'État aux affaires étrangères des Émirats arabes unis en charge des questions africaines. Et la seconde à Samaïla Zoubeirou, PDG de Africa Finance Corporation. Alexis Ouedraogo. À Davos, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à transformer sur place sa production de cacao. Une politique arrêtée pour améliorer considérablement les conditions de vie des producteurs. Pour réaliser cette ambition, le pays s'ouvre à du partenariat gagnant-gagnant, notamment avec les Émirats arabes unis. Ce lundi, le chef du gouvernement a invité le cheikh Chakboul, reçu en audience, à venir investir dans la transformation et la production de chocolat sur place. Surtout, à faire de Dubaï un pôle logistique stratégique clé d'exportation vers le Moyen-Orient et l'Asie. À sa suite, le Premier ministre s'est entretenu avec le président directeur général de l'Africa Finance Corporation, qui entend renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. On se rend maintenant de l'autre côté de la frontière suisse, à Paris, où la ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation a ouvert officiellement l'édition 2022 de la Semaine africaine. Le professeur Mariatou Koné représentait pour l'occasion le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien, il faut le dire, est le haut patron de cette semaine en l'honneur de l'Afrique. Le rendez-vous milite pour une meilleure visibilité de l'Afrique à travers la mise en valeur de la diversité de son patrimoine culturel et artistique. On en parle avec notre envoyé spécial Walter Amadou Ouattara. Paris, place Fontenoy, siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Ces délégués permanents des États africains auprès de cette institution et leur hôte du jour célèbre la Semaine de l'Afrique, une volonté de l'UNESCO pour contribuer à la mise en lumière du patrimoine culturel et artistique du continent. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la Semaine africaine de l'UNESCO, édition 2022, qui s'articule cette année autour du thème l'autosuffisance, la résilience et le développement économique de l'Afrique. Thème qui sera introduit par les conférences inaugurales animées par le président du groupe de la Banque africaine de développement, M. Adesina, et le président coordinateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique à l'Élysée, M. Wilfried Loriano de Rigo. Et soyez notre messager auprès du président Alassane Ouattara. Dites-lui à quel point nous sommes reconnaissants pour le niveau de représentation ici pendant cette semaine africaine. Et vous avez dû voir par vous-même et de vous-même le niveau de représentation des ambassadeurs délégués permanents qui sont venus vous dire merci à la Côte d'Ivoire. Le directeur général adjoint de l'UNESCO revient sur les efforts prévus pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'Afrique. Sur le patrimoine immatériel aussi, l'Afrique est notre priorité. La moitié du budget de soutien du Fonds pour le patrimoine culturel immatériel lui est ainsi dévolu, finançant quelques 20 projets sur le continent pour mieux valoriser et préserver ce patrimoine mondial. C'est d'ailleurs à juste titre que le chef de l'État ivoirien a été sollicité pour être le haut patron de cette édition. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, livre son adresse. Associer le nom du président de la République de la Côte d'Ivoire à la célébration de l'Afrique par l'UNESCO témoigne de la foi qu'il a en ce continent et de son engagement à promouvoir des valeurs pour une Afrique digne, une Afrique forte et une Afrique prospère qui apporte sa pierre à l'édification du village planétaire qu'est devenu le monde. À travers la Côte d'Ivoire, sa participation à la construction d'une Afrique travailleuse et soucieuse du bien-être des Africains, certes, mais également de celui de tous les citoyens du monde. Ainsi ouverte, ce lundi 23 mai, l'édition 2022 va s'étendre jusqu'au 25 mai prochain.
Une visite guidée des différents stands d'exposition a marqué la cérémonie officielle d'ouverture. Sont au programme plusieurs activités et festivités axées sur la gastronomie, l'innovation agricole, ainsi que des conférences et projections de films. Le clou sera une soirée gala avec un défilé de mode, une prestation du Zaouli de Côte d'Ivoire, 3e bien du pays classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Toujours sur le vieux continent, les rencontres francophones, une table ronde organisée en marge de l'Assemblée mondiale de l'OMS se tiennent à Genève. Les discussions portent sur l'hésitation vaccinale et la préparation aux futures pandémies. La Côte d'Ivoire, qui participe aux échanges, a partagé son expérience et ses défis face à la riposte contre la Covid-19. Envoyé spécial, Victorine Yaoyobwe. La vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire a débuté le 1er mars 2021. Plusieurs mois après, l'on constatait une réticence à la vaccination au sein de la population ivoirienne. Parmi les raisons évoquées, la peur des effets indésirables, le manque de confiance dans le vaccin et le manque d'information. Ce tableau peint par le ministre de la Santé aux rencontres francophones n'est pas spécifique à notre pays. Comment la Côte d'Ivoire a pu contenir la Covid-19, Pierre Demba a présenté deux stratégies. La sensibilisation de toutes les couches sociales et la solidarité internationale à travers la disponibilité des vaccins. Ce que j'ai remarqué, ça a été la communication qui a été une communication basée donc, sur la participation de toutes les couches de la population. Donc on a indiqué que ce soit les artistes, les influenceurs. Et je pense que dans cette sensibilisation participative et inclusive, y compris les partis politiques, tous ceux qui pouvaient donc avoir quelque chose à apporter à cette initiative nationale. Donc, et depuis décembre, grâce à COVAX, mais également à VATS, nous avons pu avoir les vaccins. Donc au total, nous avons reçu 21 000 doses à ce jour, dont 13 000 doses ont été administrées. Aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de personnes qui sont complètement vaccinées. Les crises créant de nouvelles opportunités, la Côte d'Ivoire a su capitaliser ses ressources pour relever le niveau de son plateau technique. Nous avons pensé qu'effectivement, la digitalisation, comme ça a été dit, donc, est une innovation majeure qui nous a permis donc, non seulement de suivre les cas contacts des malades, mais également d'avoir le maximum d'informations sur la manifestation après la vaccination pour bâtir des arguments pour aller au contact des personnes réticentes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça nous permet également d'avoir une base de données pour relancer ceux qui doivent se faire vacciner. Surtout quand ils ont reçu la première dose, il faut passer à la deuxième dose pour pouvoir être complètement vacciné. Avant la pandémie de Covid-19, il y a eu notamment Ebola, Zika, et il y en aura d'autres. En témoigne l'actualité depuis quelques jours sur la variole du singe. Le véritable enjeu de ces initiatives est d'être mieux préparé pour prendre une avance sur les futures pandémies. Cette recommandation a été faite par le directeur général des entreprises du médicament, l'EM, à l'initiative de cette table ronde, appuyée par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, via une intervention en visioconférence. On continue à parler de santé avec le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 23 mai 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 289 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 4 guéris et 0 décès. À la date du 23 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 82 070 cas confirmés, dont 81 235 personnes guéries, 799 décès et 36 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 2 515 956. Le 22 mai, 4 611 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 753 769 doses du 1er mars 2021 au 29 mai 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était ce lundi devant le Sénat. À Yamoussoukro, le général Vagondo Diomandé a présenté un projet de loi portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants en Côte d'Ivoire. Un projet de loi auquel les sénateurs ont donné à l'unanimité leur accord. Plus de détails avec Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire veut intégrer dans son corpus juridique des évolutions nouvelles dans la lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs. Il s'agit pour le pays d'harmoniser sa législation avec la Convention des Nations Unies. C'est tout le sens de la présence de l'émissaire du président de la République au Sénat, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. La Convention des Nations Unies requiert la nécessité pour les États de coopérer pour des meilleurs résultats, de prendre en compte la dimension thérapeutique. L'usager de drogue doit être vu comme un malade et non comme un délinquant. Des centres spécialisés de prise en charge sont à prévoir. Des activités qui se situent en amont de celles de la fabrication de drogue sont prises en compte par la modification. Cette nouvelle loi vient en complément des dispositions qui étaient prévues et qui abrogent donc un certain nombre d'éléments qui étaient contenus dans l'ancienne loi. Ceux qui sont dans la détresse, il faut tout faire pour leur donner une nouvelle chance, une chance de vivre. C'est en cela qu'à mon sens, ce nouveau projet de loi vient à point nommé. Mais aussi cette loi renforce le volet coopération. Vous savez aujourd'hui que le trafic de drogue n'est pas seulement l'affaire d'un seul pays. À chaque fois que nous avons des saisies, nous nous rendons compte que c'est tout un réseau international qui est ici. C'est à l'unanimité que les sénateurs, membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, ont donné quitus au projet de loi. Il passera en plénière dans les jours à venir. Autre chose à présent, le concours de recrutement des assistants de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique vient d'être lancé. 1919 candidats sont en lice pour 660 postes à pourvoir. Le professeur Adama Diawara a justement visité ce matin quelques centres de composition. C'est ce que nous relate Godefroy Okambawa. Recrutement des enseignants pour les universités publiques. 1919 candidats pour 660 postes d'assistants de l'enseignement supérieur. Pour cette journée, les candidats passent par les épreuves orales. Beaucoup de choses ont été faites pour nous faciliter la tâche dans la présentation de nos travaux, pour on espère notre futur recrutement. Venu s'enquérir du bon déroulement du concours, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, s'est voulu rassurant sur les conditions de ce recrutement. L'écrit s'est déroulé le dimanche 8 mai. Il s'agit pour les candidats de venir exposer sur les travaux de thèse. Alors donc il y aura une combinaison de ces deux notes auxquelles il faut ajouter une troisième note d'ailleurs qui porte sur ce que nous on appelle le projet pédagogique et le projet de recherche. Et à partir de ces trois notes pondérées à hauteur de 40%, 40% et 20% pour la troisième note, on sortira une note définitive à partir de laquelle les candidats seront classés. Pour le moment, satisfait du déroulement de l'organisation. Maintenant, nous allons voir les notes des différents candidats pour voir si les niveaux sont ce que nous escomptons pour nos structures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Le recrutement des assistants de l'enseignement supérieur a démarré le 8 mai dernier par les épreuves écrites. Démarré le vendredi 20 mai, les épreuves orales prendront fin le 25 mai prochain. Dans les prochains jours, tous les occupants illégaux des rives des différents lacs de Yamoussoukro seront déguerpis. La commune entend débarrasser ses grands étangs d'eau de ces végétaux nuisibles. Et avant le lancement de l'opération, le premier magistrat de la commune était devant la presse. Nyiragbe Kwadio appelle les occupants à coopérer pour un développement de la ville de Yamoussoukro. Le commentaire de Franck Kwadio. Yamoussoukro, la capitale politique, caractérisée par ses nombreux lacs au nombre de 13, un atout touristique depuis quelques années en déliquescence, le plan d'eau envahi de plantes opportunistes et nocives, sans oublier le rivage colonisé par des occupants illégaux. La municipalité veut y remédier. Un déguerpissement du rivage est annoncé pour permettre au SIAPOL d'assainir les lieux. Le SIAPOL vient nous aider à enlever les algues à la surface des 13 lacs. Et le SIAPOL nous demande de rendre libres les abords des lacs.
occupés par les jardiniers, occupés par certains commerçants qui sont illégalement installés. Nous les avons rencontrés avec politesse, avec considération pour leur dire, voilà, le CIAPOL veut, à la demande du gouvernement, le CIAPOL veut nous aider à enlever les algues à la surface des lacs. Déplacez-vous afin de permettre au CIAPOL de travailler. Un investissement de 4 milliards de francs CFA qui permettra au lac de Yamoussoukro de retrouver leur lustre d'antan. Les travaux commencent sous peu et concernent dans un premier temps les rives non occupées. Autre point important, une deuxième action de déguerpissement, elle concerne cette fois les occupants de la grande gare routière, le site devant servir aux installations de la Sotra, Société des transports abidjanais. Nous les avons rencontrés, nous avons communiqué avec eux. Nous avons rencontrés, nous avons donc expliqué cela. Ils ont accepté. Mais quelques-uns d'entre eux qui ont été installés, ils ont même construit des logements. Mais là, ce n'était pas pour construire. On vous a accepté là pour faire un commerce, ce n'est pas pour aller habiter. Mais le maire de la ville rassure, un autre site va accueillir les usagers de la gare. Il est situé au quartier Kokrenou et attend d'être aménagé par la Sotra. Le maire Nyrangbe Kwakukwadiou appelle toutefois les usagers à la compréhension et à la discipline. Cette action portée par le gouvernement a pour objectif booster le développement dans leur localité. Autre chose à présent, Abidjan abrite depuis ce lundi un atelier de formation destiné aux nouveaux commissaires des structures de gestion électorale en Afrique. La formation leur permettra d'accroître leurs connaissances et de renforcer la démocratie sur le continent. La session qui a démarré ce lundi va durer 3 jours. Sidonie Davila. Une dizaine de commissaires issus des pays de l'espace CEDEAO en formation. Intégrité, professionnalisme, transparence et responsabilité doivent caractériser ces commissaires nouvellement investis selon le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, RESAO, initiateur de cet atelier en collaboration avec l'Institut international de la démocratie et l'assistance électorale, IDEA. Ici, la question, c'est de pouvoir donc améliorer leurs connaissances de sorte à leur permettre donc de gérer des élections. Aussi théorique que pratique, cette session de formation emploie une approche participative et interactive et d'apprentissage par les pairs pour l'atteinte des objectifs du RESAO. Une organisation pilotée depuis décembre dernier par Ibrahim Koulibaly-Kuibière, président de la CEI. Il nous faut, à nous commissaires, beaucoup de qualités humaines et professionnelles. Je veux surtout insister sur la communication, la sensibilisation et la concertation. Il s'agit pour nous de rendre la matière électorale dans son fondement, sa finalité, son opérationnalité, accessible à tous. La GIZ et l'UE ont été d'un appui considérable pour cette formation qui va durer 3 jours. On parle maintenant de politique. À Grand-Bassam, les militants du RHDP se mobilisent. Les élus et cadres du parti ont rendu hommage aux militants de la ville historique. Un hommage pour saluer les efforts accomplis depuis plusieurs années pour l'essor du parti. Mahama Traoré. Au siège du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP à Grand-Bassam, les élus et cadres du parti ont rendez-vous avec les militants. Une rencontre initiée par la hiérarchie locale du parti afin de célébrer ces hommes et femmes qui contribuent à l'éclosion du RHDP dans la ville historique. Merci pour tous vos efforts. Merci pour tous vos sacrifices. Merci de contribuer jour après jour à construire la Côte d'Ivoire solitaire que le président Alassane Ouattara veut pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Faites confiance à vos responsables. Nous continuerons à travailler pour vous sur les instructions du président Alassane Ouattara. Ien Yakoubassié, secrétaire national du RHDP chargé de l'organisation de l'implantation et des adhésions, est l'invité spécial de cette cérémonie de reconnaissance. Il exhorte les militants de Grand-Bassam à faire preuve d'ouverture. Il faut aller vers nos frères, allons partout. Nos frères RHDP avec qui on n'a pas fait de mésentente, nos frères FPI, nos frères PDCI, nos frères non politiques, indépendamment des religions, de la politique et de l'ethnie. Travaillons à construire un parti fort, le RHDP. Voyez ce que la Côte d'Ivoire devient aujourd'hui, après 12 ans de RHDP. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire sera après 20 ans de RHDP? Imaginons ça. Rien qu'à ça, gardons l'espérance.
Les élus et cadres de la section RHDP de Grand Bassam promettent de rester à l'écoute des militants, comme le réclame le chef du parti, le président Alassane Ouattara, ce en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Politique toujours du 12 au 15 mai dernier, une mission du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a séjourné dans le département de Kounfao, dans la région du Gontougo. La mission avait pour objectif d'identifier les militants des 6 sous-préfectures de ce département. Plus de détails avec Siekwasi et Didier Nguessan. La mission de la secrétaire nationale adjointe chargée des militants de l'extérieur à Kounfao l'a conduite dans les 6 sous-préfectures. Kwasida Tekro, Boya, Tankese, Kokomian, Tienkwakro et Kounfao. Dans toutes ces localités traversées, la feuille a été partagée avec l'ensemble des responsables du parti. Il s'agit essentiellement de l'actualisation des comités de base et de sections. La grosse réforme porte sur le titre de militant. Désormais, est considéré comme militant RHDP, tout militant actif possédant sa carte d'électeur et participant effectivement aux échéances électorales. La mission s'est achevée à Tienkwakro par un mini-meeting avec des notes de satisfaction. J'ai trouvé des militants engagés, des militants très engagés qui se sont mis au travail et qui ont commencé déjà à produire. On a commencé à avoir des résultats et je pense que les jours à venir, on aura des résultats beaucoup meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui. Au cours de cette mission, les militants se sont engagés à retrousser les manches pour une meilleure implantation de leur parti. Le représentant du ministre, Kobenan Kwasi Adjoumani, coordonnateur régional RHDP du Gontougo, s'est réjoui de l'initiative du parti et a pris l'engagement de multiplier les actions de rapprochement entre les animateurs du parti. Ainsi s'achève cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Retour de l'information demain à 6h30 avec Régis Kofi. D'ici là, portez-vous bien, bonsoir et que la paix soit avec vous.